I'm going to go ahead and start the webinar. I'm going to let people take a couple minutes to come in. So Nous allons we're ready. commencer le webinaire et nous sommes prêts à commencer. Rebecca, tu peux commencer à enregistrer. Hello, feel free Bonjour. to where you're coming. Sentez-vous libre de mettre votre lieu de provenance dans le chat. On va voir qui vient du reste du monde. Steph, is it also okay to ask what people do, what their role is? Feels like there's people coming from so many Steph, different c'est aussi correct de demander quel est le parcours des autres et les rôles. On va voir quel est votre rôle dans le domaine de la recherche de données et d'où est-ce que vous venez aujourd'hui. Et je dis toujours ce matin, mais non, c'est aujourd'hui. My body's definitely 5 o'clock p.m. right now, even though Mon corps est encore à 5 heures de l'après-midi ce soir, même si je suis à San Francisco. So Lena and Jennifer, put your information in Rebecca, or Rebecca's in the other room. Lina et Jennifer, si vous pouvez mettre vos informations. Rebecca est dans l'autre salle. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous aimerions que vous mettiez d'où est-ce que vous nous appelez ou d'où est-ce que vous nous rejoignez et quel est votre rôle dans les sciences de données et des données de recherche ou autres. Oh, look at this. Regardez-moi ça. Sorry, but I want to get glued to the chat looking at everybody. Je sais qu'on doit commencer, mais j'ai envie de m'accrocher au chat. Mais nous allons commencer. Alors que les gens nous rejoignent, encore une minute et on va commencer. Okay. Hello, everyone, and welcome to the RDA US hosted webinar series highlighting RDA outputs. My name is Stephanie Hagstrom. Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre. Je m'appelle Stéphanie Hagstrom, je suis directrice du développement communautaire de la Research Data Alliance aux États-Unis et je suis hôte du webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer la présentation, j'ai quelques informations sur la RDA et sur la gestion du webinaire. Donc, premièrement, pour aller à ma diapo suivante, la Research Data Alliance, aussi appelée RDA, est une communauté de plus de 12 000 experts en données provenant de 146 pays du monde entier qui collaborent et construisent des ponts sociaux et techniques qui permettent le partage et la réutilisation ouverte des données. Les membres de la RDA se réunissent au sein de groupes de travail spécialisés et de groupes d'intérêt exploratoires auto-formés pour échanger des connaissances et des découvertes, discuter des obstacles et des solutions potentielles et définir des politiques et tester des normes. Bon nombre des 90 groupes actifs ont produit des résultats pour améliorer et faciliter le partage et la réutilisation des données au niveau mondial. La RDA compte également 30 groupes nationaux qui soutiennent les initiatives des membres de ces régions et fournissent une plateforme permettant à ces régions d'interagir au niveau mondial. Il existe 4 groupes régionaux de la RDA qui fournissent des ressources pour soutenir les opérations mondiales. La RDA US, qui accueille le webinaire d'aujourd'hui, est une de ces régions reconnues
Elle est représentée par 2600 membres qui continuent à renforcer la communauté des infrastructures de sciences des données. Nous sommes heureux de pouvoir faire traduire en direct le podcast d'aujourd'hui de l'anglais vers le français. Vous pouvez voir un petit globe en bas de votre écran. Et si vous voulez une traduction, vous pouvez sélectionner celui-ci. Si vous souhaitez, euh, nous enregistrons aussi les versions anglaises et françaises de ce webinaire et donc vous pourrez y avoir accès lorsque nous aurons terminé. Nous avons prévu du temps à la fin du webinaire pour les questions. Il y aura 3 façons pour vous d'interagir avec les présentateurs. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez sélectionner l'option main levée et nous vous désactiverons sur le muet pour que vous puissiez poser votre question. Vous pouvez utiliser l'option Q&A pour poser votre question sur le panel Zoom. Vous pouvez aussi utiliser le chat, mais nous préférons vraiment l'option Q&A plutôt que de passer à travers le chat. Jennifer et moi surveillerons toutes ces zones. S'il y a plus de questions que de temps, nous allons transférer vos questions sans réponse dans un document et vous envoyer les réponses à tous après le webinaire. Et je pense que c'est tout ce que j'ai pour les remarques préliminaires. Donc, je suis heureuse d'accueillir à nouveau Jennifer Gibson qui va présenter la deuxième partie du webinaire qu'elle a présenté en octobre, Comment attirer l'attention sur les résultats de projets de recherche. Jennifer réside au Royaume-Uni. Donc, il y a quelques-uns d'entre vous qui nous appellent depuis le Royaume-Uni. Et c'est une défenseuse de la recherche ouverte qui a de l'expérience dans le corps enseignement, des bailleurs de fonds, des bibliothèques, des administrateurs et autres nouvelles pratiques de recherche. Elle est récemment devenue directrice générale de Dryad, une plateforme communautaire à but non lucratif de conservation et de publication de données ouvertes. Avant de rejoindre Dryad, elle était responsable de la communication de la recherche en libre accès et responsable fondatrice du marketing et des communications chez eLife. Elle était aussi directrice des programmes et opérations pour SPARC, la Scholarship Publishing and Academy Resources Coalition, et également présidente de la Open Access Scholarship Publishing Association, OASPA. Je suis heureuse de passer la parole à Jennifer. Merci d'être revenue, Jennifer. Merci de nous avoir, Stéphanie, et de m'avoir accueilli. OK. Donc, Stéphanie, est-ce que mon écran est correct? Oui, parfait. Donc, c'est parfait. Merci à tous d'avoir mis en place cet événement. J'apprécie énormément l'opportunité d'avoir une conversation. J'aimerais faire signe à mes collègues au Canada ainsi qu'à l'interprétation en coulisses. Nous parlons des... J'ai eu l'occasion de travailler en marketing social quand je travaillais au Canada, donc il y a une forte représentation au Québec grâce à François Lagatte, qui est l'expert là-bas. Donc, c'est vraiment une chance de vous avoir ici. Comme Stéphanie l'a dit, c'est la deuxième fois, c'est le deuxième webinaire où on va discuter de comment attirer l'attention sur les résultats de recherche. Vous pouvez voir que notre premier webinaire a eu le support des membres, mais c'est vraiment disponible pour tous les membres de la faculté, des étudiants, les créateurs de politique pour parler de la communication, de la recherche. La chose sur laquelle je vais revenir ce matin, c'est la recherche ouverte. Parce que, comme l'a dit Stéphanie, c'est ma recherche, c'est mon expérience particulière. Comme ce que nous faisons lorsque nous venons ici, c'est essayer d'augmenter l'impact de nos recherches en ayant la participation des parties prenantes. Donc, que ce soit en utilisant les fonds d'accès ouvert, toutes les choses accessibles aux étudiants sur le campus, nous essayons de les faire participer
pour notre bien. Donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le marketing social. Je vais prendre un peu de la présentation de la dernière fois. C'est vraiment pour établir le contexte dont nous avons parlé. J'espère que vous n'allez pas être rebuté par le terme marketing. Ça a été adapté. Il y a des choses qui ont été volées et réutilisées du marketing en lui-même. Donc, dans les années 90, quand je travaillais avec eux, il y avait des leaders mondiaux qui adaptaient les méthodes de marketing pour promouvoir les pratiques de santé, les conseils pour comment porter son casque correctement, toutes les choses, tous les talents utilisés en marketing pour permettre de promouvoir des pratiques sanitaires et sécuritaires au Canada. Et à Santé Canada, j'ai pu reprendre cela. euh, et j'ai vu une étincelle en 2005 pour voir c'est avec ça qu'on travaille aujourd'hui. Nous utilisons com- les, nous utilisons les pratiques de marketing pour promouvoir la recherche ouverte. Donc, pour expliquer, là, je vais essayer d'expliquer comment on utilise le marketing pour promouvoir la recherche ouverte. Oui, donc il y a beaucoup de traditions dans la promotion de la santé. Je pense qu'il y a eu quelques écrits par rapport au marketing social et les sciences, et je vais le consulter et je vais le faire avant qu'on revisite le cours à l'Institut de communication. Donc, je vais simplement rassembler tout cela euh, pour le cours en 2021 que Stéphanie a essayé et j'ai encore été acceptée pour l'enseigner. Donc, si vous voulez le paquet complet, considérez d'appliquer. Donc, petite chose par rapport au marketing social. Avant d'avoir présenté ce cours, j'ai consulté euh, John German qui travaille dans la culture corporative au Royaume-Uni. Et il m'a aidé à simplement rafraîchir ma façon de penser parce que parfois je suis très formelle par rapport au marketing social et il m'a rappelé que le marketing social, c'est par rapport à l'impact tout d'abord. La différence entre le marketing de commerce et le marketing social, c'est une différence d'impact et ça commence avec le planning du parcours. Pensez à l'expérience de notre audience de destination et comment est-ce qu'on peut les encourager à faire quelque chose différemment. Donc, le diagramme sur votre gauche est de Bosman et Kramer, c'est sûrement familier pour vous et ça décrit le parcours des chercheurs et ça décrit les innovations dans la communication depuis quelques années. Donc, je regarde à l'extérieur du cercle maintenant. Il y a des stages d'analyse, d'écriture, de publication, de découverte. Et je ne veux pas que ce soit trop distrayant pour vous. Tout d'abord, on commence en cherchant de la friction, des opportunités d'arrêter une conduite qu'on ne veut pas voir arriver encore et des opportunités de perpétuer les comportements que l'on veut continuer d'avoir. Donc, par exemple, si la conduite, c'est que on veut on veut que les chercheurs cherchent des publications à l'accès ouvert plutôt que de l'accès par souscription. On va essayer de le faire voir avant leur stade d'écriture ou après, pour que ça puisse leur rester à l'esprit. Deuxièmement, si on veut essayer de les encourager à la citation des données, on peut mettre quelque chose à la fin pour les encourager à citer quelles données ils utilisent ou, pour être encore plus intelligent, on peut essayer de mettre en place quelque chose qui les encourage à penser à quel travail ils utilisent. Et je pense que ça, c'est du nouveau matériel pour plusieurs d'entre vous et ça vous encourage à penser à l'intervention pour laquelle vous êtes en train d'être un avocat.
Brian Nosek a fait un cadre pour le changement du comportement et ça peut être très utile pour vous. Il parle de comment, pour changer des comportements dans la recherche, nous devons construire tout d'abord un système qui le rend possible, donc créer l'infrastructure. Au niveau numérique, les bibliothèques sont un bon exemple qui permettent aux facultés de rendre disponible leur matériel. Ensuite, c'est de le rendre facile à travers l'expérience utilisateur et l'interface de l'utilisateur pour faciliter l'expérience d'interaction avec le système, pour rendre l'expérience plus attrayante pour les communautés. Donc, ces interventions sont, je crois, du marketing social. Nous savons que nous voulons que tout le monde soit inclus dans une forme d'intervention que nous décrivons ici ou que nous faisons ici. Et la prochaine étape, c'est de le rendre normatif. On veut que la communication soit établie de manière à ce que ça devienne une norme. On appelle ici sur cette diapo mon programme de sensibilisation. Donc, ça nous permet, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans le dernier webinaire et dans ce webinaire également. Et étant donné qu'il a été enregistré, je vous encourage à retourner l'écouter si jamais vous ne l'avez pas entendu. Ça va vous aider à considérer quelle est la chose la plus importante, la plus impactante que vous pouvez considérer. Et c'est vraiment, après le 45 minutes, vous allez savoir que c'est vraiment important de connaître votre audience. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est sélectionner les tactiques, sélectionner les chaînes, les avenues que nous allons utiliser pour approcher notre audience de choix. Parce que je pense que le matériel dans la première session est aussi important, je vais simplement repasser à travers rapidement. Donc, les trois composants de fondation sont segmenter l'audience dans des parties pertinentes, choisir quels aspects de cette audience on va priorité et ensuite cadrer l'opération d'une manière qui ait du sens pour eux. Donc, imaginez que vous avez un univers de personnes que vous pouvez approcher. C'est vaste, c'est global, c'est multidisciplinaire, il y a beaucoup de parties prenantes. Donc, déjà, séparer cela en différents groupes et différents caractères, si ça fait du sens pour vous. Donc, vous pouvez peut-être vouloir différencier cela par rapport à la géographie. Vous allez vouloir parler à une audience canadienne et peut-être à une autre audience à un autre temps. Et votre approche, donc, va sembler différente par rapport à la géographie. Ou si vous travaillez avec des chercheurs et des facultés, vous allez peut-être vouloir différencier par rapport à des niveaux de carrière jeunes, récents ou plus anciens. Donc, la différenciation, c'est vraiment séparer ces groupes dans des groupes en plus petits groupes qui ont plus de sens. Cibler, c'est vraiment ça, c'est décider quel segment de l'audience auquel on va s'adresser. Le marketing social aurait été tellement plus efficace si on mettait les priorités sur des groupes individuels à chaque fois et qu'on leur passait des messages qui étaient importants pour eux. Donc, vous pouvez favoriser ou prioriser 5 sur 20 groupes en une fois, mais vous ne voulez pas vous adresser à tout le monde en même temps parce que ça va diminuer la qualité de votre message et son efficacité. Et finalement, le cadrage, le marketing social doit être ça doit être un énoncé qui a du sens pour votre audience. Vous devez penser à pourquoi est-ce que citer les données est important pour eux? Pourquoi est-ce que publier leur protocole est important pour eux? Comment est-ce que ça va leur
bénéficier à la fin. Et un peu plus tard, ce cadre, cette déclaration cadre va permettre de propulser un nouvel argument. Est-ce que ça va les rendre plus compétitifs? Est-ce que ça va être avantageux ici ou là? Ou pourquoi est-ce que pourquoi publier votre protocole est plus avantageux plutôt que non? Donc, il y a un grand groupe ici et je sais on est assez impliqué dans différents domaines. Donc, j'espère qu'il y a au moins quelque chose qui résonne avec vous. Donc, est-ce que je peux vous encourager à retourner sur cette discussion si et quand vous avez le temps? Parce que, comme je vous ai dit, c'est la chose la plus importante quand vous allez commencer à bâtir votre programme de marketing. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est les tactiques. Donc, voici ce que je veux dire par tactique. C'est la presse, les médias sociaux, les influenceurs. Chaque fois que j'ai un travail de marketing à faire, je m'approche de cette liste et je me demande qu'est-ce qui va fonctionner ici. En fonction de l'audience, j'ai décidé de prioriser et je pense à comment est-ce que je vais les atteindre et qu'est-ce qui est la façon la plus efficace. Donc, avant que j'avance, prenons juste une minute et demandez-vous quelle est l'audience la plus importante à laquelle vous avez dû vous adresser maintenant. Si vous deviez en choisir une, est-ce que ce sont les étudiants? Est-ce que ce sont les facultés et les neurosciences? Est-ce que ce sont euh, vous pouvez le mettre dans le chat, mais je veux simplement voir à qui on s'adresse. Donc, avec chaque tactique, maintenant, je vais décrire ce que je veux dire et je vais offrir quelques suggestions pour comment les utiliser par rapport à mon expérience en communication et en marketing social. Donc, plus vous allez voir ces choses-là et plus vous allez être familier avec, personnalisez-le. Ça, c'est quelque chose un peu qui sort des livres que j'ai un peu rassemblé selon ma propre vision. Mais j'espère que ça va être pertinent pour les parties prenantes que nous avons ici, mais au fur et à mesure que vous avancez, adaptez-le et je ne veux vraiment pas que ce soit trop rigide. Donc, quand je parle de presse, ce que je veux dire, c'est le média. Le média peut impliquer le média du consommateur, de, le média commercial. Ce sont par exemple des médias qu'on consulte en tant que professionnels, des journaux de société et des lettres d'information, des bulletins d'information pour garder contact avec les communautés. Et d'une certaine manière, comment je suggère de travailler avec ces groupes, ça inclut des communiqués de presse. Donc, pensez à votre propre expérience avec ce groupe. Vous ne voulez pas euh, partager quelque chose qui n'aura pas d'impact dans dans la communauté locale. Donc, si vous avez quelque chose qui est au bon niveau, vous pouvez utiliser un communiqué de presse que vous avez est quelque chose d'assez formel qui parle de l'impact et qui communique que ce que vous dites est digne d'un communiqué de presse. Vous pouvez aussi euh, les communiquer avec eux avec un petit email. Un- Il y a aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est que vous ne voulez pas submerger la boîte courriel de vos, de votre groupe. Donc, c'est important de se concentrer sur la construction de la relation. S'il y a trop de choses qui ne sont pas pertinentes, vous allez remplir leur boîte pour rien. Donc, si vous êtes capable de construire une relation avec ces journalistes, ça pourrait vraiment vous aider à, à avoir un impact sur les chaînes qu'ils représentent. Les conférences de presse sont aussi quelque chose qu'on utilise avec beaucoup de parcimonie. Ce sont pour des communautés particulières qu'on essaye d'atteindre.
et on, a- on invite tout le monde dans une pièce et on a un expert qui peut partager des choses importantes. Donc, j'ai eu une conférence de presse pour une nouvelle qui était très impactante, comme par exemple la découverte d'une nouvelle espèce humaine. Et je pense que pour les lois du Congrès, euh, il y a eu aussi des conférences de presse. Bon, je pense que c'est quelque chose avec lequel on doit être très euh, attentif. Et aussi, il y a les services de diffusion. Les services de radiodiffusion ne sont pas faits sur mesure, donc vous voulez faire attention à ce que vous allez diffuser. Il y en a parfois qui touchent la recherche, qui travaillent qui partagent des politiques de recherche sur lesquelles nous travaillons et qui partagent ce genre d'idées. Donc, je vais faire encore une de ces tactiques et je vais reprendre mon souffle. Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est assez familier avec vous. J'aurais dû faire la différence entre marketing social et réseaux sociaux. Le marketing social existe depuis plusieurs dizaines d'années. Ça concerne le fait d'avoir un impact et c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Ce que je veux dire par réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, des réseaux plus récents comme Snapchat, TikTok ou les serves par rapport à la nature des réseaux sociaux. Donc, selon mon expérience, les listes serves sont très importantes pour communiquer avec les communautés de recherche qui ont des serves. La chose qui concerne tous ces réseaux sociaux, c'est qu'ils sont tous possédés par les communautés qui les ont. Donc, c'est assez difficile de pénétrer ces réseaux-là si on n'est pas si on ne fait pas partie de la communauté. C'est quelque chose de plus intime, de voix pair à pair. Donc, il faut que ce que vous partagez soit pertinent pour eux dans leur propre langage. Donc, c'est vraiment eux qui vont décider si ce que vous avez à offrir est pertinent ou non pour eux. Donc, je vais passer ce pont. Quand on revient au point de là où pourquoi c'est important de comprendre votre audience, je vais vous prendre l'exemple de mon mari et de ma fille pour vous expliquer. Paul a plus de 50 ans. Il est britannique, il vit à Londres et sa consommation d'informations euh, comprend le fait de lire des journaux. Il lit les journaux chaque jour. Il n'utilise pas Twitter et il ne voit pas le but de Twitter. Donc, si je veux communiquer avec quelqu'un comme Paul, c'est que je ne vais pas pouvoir utiliser Twitter. Mais l'autre côté, c'est Mia. Mia n'a pas encore 20 ans. Elle est américaine. Et elle, par contre, elle a une autre, elle a une autre, un autre emplacement géographique. Donc, c'est important de segmenter votre approche par rapport à l'aspect géographique. Mia lit les journaux, mais elle ne le lit que pour les grands titres des nouvelles. Elle est souvent sur Snapchat, Instagram et TikTok. Donc, si vous cherchez une audience qui est plus ressemblante à la description de Mia, vous allez peut-être vouloir vous tourner vers les réseaux sociaux plutôt que vers les médias plus traditionnels que Paul utilise. Donc, j'espère avoir un peu de conversation avec vous pour voir ce que, en quoi cela résonne avec vous. Je vais modérer un petit peu parce que je veux passer à travers quand même les 7 tactiques. Donc, par rapport aux influenceurs, je ne veux pas dire les influenceurs sur YouTube. Je n'ai pas d'expérience avec les influenceurs sur YouTube, étant donné la nature de notre travail. Je ne pense pas que j'aurai un usage, je pourrais avoir un bon usage de cela, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ce que je veux dire
en parlant d'influenceur de manière générale, c'est quelqu'un qui est connu et respecté parmi la communauté que vous essayez d'atteindre. Et c'est quelqu'un qui est prêt à travailler en tant que défenseur de votre point. Donc, là où Stéphanie a dit que j'ai travaillé auparavant, en commençant de zéro et en essayant de donner une voix au journal depuis le début, c'était critique. Il y avait des éditeurs et ils étaient responsables de former la voix du journal et c'était très demandant. Également, ils apportent de la crédibilité importante à votre cause. Donc, lorsque vous avez de nouvelles initiatives, vous voulez peut-être demander à des influenceurs de parler pour vous. Donc, la façon dont ils aiment être impliqués, ça comprend aussi le fait qu'ils veuillent peut-être être cités ou ils peuvent aussi accepter de parler, d'envoyer des emails en votre nom et envoyer des courriels en votre nom, en leur nom à leurs collègues s'ils approuvent le message ou participer dans leur réseau. Donc, il faut considérer une règle importante. C'est quelque chose que je viens d'apprendre et c'est important si vous avez 100 personnes à rejoindre, si vous priorisez le 20% d'influenceurs, ils vont peut-être pouvoir vous aider à atteindre le 100%, le 80% qui reste euh, par rapport à leur influence. Et c'est un aspect assez intéressant quand on y pense. Le marketing direct, maintenant, c'est l'usage d'un courriel ou du courrier traditionnel pour atteindre son audience. En- la dernière fois que je l'ai utilisé en 2012, j'étais en train d'orchestrer une sorte de campagne par courrier postal assez extensive. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail là-bas et pendant les 10 dernières années, j'ai utilisé beaucoup de campagnes par courriel et j'aurais pu en parler pendant longtemps. On n'en voit pas vraiment beaucoup de courriels euh, en ce moment. Les GDPR utilisent beaucoup de courriels, mais avec toutes les conditions de confidentialité et de partage de données, euh, c'est quelque chose qui est moins utilisé. Donc, ça a été un facteur qui a été moins, qui a beaucoup diminué. Et même avec la pandémie, on n'utilisait plus tant que ça. En tout cas, pas dans la communauté de recherche académique. Donc, si vous sentez que vous voulez utiliser le marketing direct, euh, c'est important de se démarquer du type de courrier que les gens reçoivent. Il faut se démarquer du type d'email qu'ils reçoivent. La personnalisation et s'attacher à un influenceur peut vraiment aider à ce sujet. Un chercheur dans un domaine de recherche sera peut-être plus intéressé si le courrier vient du domaine versus de moi. Donc, au fur et à mesure qu'on passe à travers les tactiques, peu importe l'art, les couleurs que vous utilisez sur votre poster et toutes les choses que vous allez mettre en place, ça concerne vraiment le fait de casser, de faire ressortir sa voix du bruit. Et toutes les choses sur la radio, sur Facebook, toutes les choses sur Facebook, les radios et tout ça, ils sont autant déterminés que vous l'êtes. Donc, vous devez, en tant que marketer, vous devez vraiment être déterminé à passer à travers le bruit pour faire passer votre message. OK. Donc, je vais sauter celle-là et je vais passer à événements. Donc, encore trois tactiques et je vais essayer de tout euh, résumer avant de terminer. Vous savez exactement ce que c'est. C'est une grande partie de l'activité, mais c'est
très important dans votre tactique de... Ça peut être quelque chose de très efficace. Donc, ça peut être en personne, en ligne, synchronisé ou non synchronisé. Donc, 2 journées de brainstorming virtuel. Ça peut être quelque chose que vous euh, présentez, que vous co-présentez, que vous sponsorisez ou auquel vous assistez. Ça peut être petit et intime comme une rencontre de faculté ou plus grand et moins personnel comme une conférence dans une librairie. Au fur et à mesure que vous essayez de passer à travers cette soupe d'événements, je vous encourage à considérer quelle est votre stratégie de marketing. Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir? Cela dépend de, est-ce que vous êtes en train de sensibiliser par rapport à votre campagne ou est-ce que les gens sont au courant ou est-ce que vous essayez simplement de est-ce que vous essayez de mettre un peu de pression? Donc, si vous essayez de sensibiliser, ça ne sert pas à grand-chose de, de chercher l'engagement parce que les gens vont entrer, par exemple, dans votre conférence parce qu'ils ont vu votre logo, qu'ils ont vu quelque chose d'intéressant. C'est différent de convaincre les gens. Convaincre les gens de se pencher sur votre projet ou convaincre vos postdoctorants de se pencher sur votre recherche. C'est vraiment plus interpersonnel et vous avez la chance à ce moment-là de déclencher les conversations et de demander aux gens de changer leur comportement. Donc, je vais devoir créditer mon collègue pour cela, donner crédit à mon collègue pour cela. Donc, il a été capable de nous montrer la différence dans cette stratégie. Si nous essayons d'atteindre une nouvelle discipline qui n'avait jamais entendu parler de nous, nous essayons d'avoir des plus petites rencontres où on pouvait s'engager directement avec les gens de manière plus individuelle, à l'opposé de biologie où on était déjà assez connu et on n'avait pas besoin de rappeler aux gens à quel point c'était important. 2 tactiques supplémentaires maintenant. Donc, c'est important lorsque vous penchez sur votre programme de sensibilisation, vous pouvez passer à travers toutes ces tactiques. Et quand vous parlez de vente, dites-moi quand vous allez le faire parce que je n'ai pas pu avoir quelque chose de mieux que ça. Mais les ventes, ce n'est pas des ventes, mais c'est de la communication personne à personne. Je cherche un meilleur terme pour le décrire, mais ça vous permet d'expliquer aux gens ce que votre sujet peut leur apporter. Vous savez ce que je veux dire, mais je dois simplement chercher un meilleur mot pour cela. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de gérer le style de... Lorsque vous essayez de gérer la sensibilisation, vous devez vraiment choisir avec beaucoup, beaucoup d'attention votre ton et votre style. Et vous ne voulez pas les faire quitter votre conversation. C'est vraiment une communauté et vous essayez d'atteindre quelque chose de spécifique, donc restons attachés à la communauté. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant comme stratégie à adopter en collaboration avec d'autres programmes, combinaison avec d'autres programmes. Donc, si vous essayez si vous essayez d'inviter quelqu'un à quelque chose de plus grand, vous pouvez leur demander d'avoir un café, de prendre un café et de parler. Ça peut être très important. Je pense que c'est l'exemple que j'ai en tête. Je vais sauter ça également, juste par intérêt pour le temps, mais je voudrais mettre l'emphase sur le fait de comprendre votre audience, parce que si vous parlez à un libraire de recherche
si un bibliothécaire de recherche, euh, vous allez devoir lui présenter des choses plus pertinentes pour sa recherche de financement et ce qui est à l'inverse d'un bibliothécaire universitaire avec qui vous allez devoir avoir un meeting plus one-on-one pour le convaincre d'avoir des fondements pour des fonds, des financements pour des domaines en particulier. Donc, finalement, la publicité. La publicité, dans ma tête, ça veut dire imprimer des grandes pages sur l'économiste, les, les bulletins d'information universitaires en ligne, les sites web, les sites comme Google sur lesquels vous pouvez faire de la publicité pour des centimes. Et sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez aussi faire de la publicité assez ciblée. Cela implique aussi la publicité à l'extérieur, sur les grands panneaux. Ça peut sembler un peu ça peut vous sembler farfelu, mais parfois, lorsqu'on a une conférence de neurosciences, mettre des publicités sur les arrêts de bus versus dans les halls de la conférence était moins cher et beaucoup plus utile. Et puis finalement, les choses que vous pouvez porter. Donc les t-shirts, les petites étiquettes, les stylos, nous savons que ces choses sont importantes, nous les portons. Les boutons d'accès ouvert, tout cela est important pour sensibiliser les communautés avec lesquelles on travaille. Mais ce n'était pas jusqu'à ce matin que j'ai réalisé que c'était en fait de la publicité. Et je vais simplement aller un peu plus loin. J'ai une petite étiquette. Avoir une étiquette, c'est de la publicité gratuite. Donc, je vais tout le temps le client va toujours être rappelé, il va toujours avoir le rappel de ce que vous proposez et de l'offre que vous avez. Donc, c'est aussi un très bon exemple de marketing social pour perpétuer la santé, pour promouvoir la santé publique et, et pour promouvoir des changements positifs dans la société. Et ça, c'est le téléphone de ma fille. Elle a une étiquette qui dit qu'elle a eu son vaccin. Et parce qu'ils nous ont donné ces étiquettes, ils encouragent les gens à avoir le vaccin. Et parce que Mia a utilisé les vaccins, ses pères vont voir, oh, je connais Mia, j'aime bien Mia, j'ai vu qu'elle a son vaccin, je vais prendre mon vaccin aussi. Donc, les stratégies de publicité viennent en trois façons. Vous pouvez l'utiliser pour informer votre audience. Vous pouvez leur dire, oh, nous sommes ici, hello. Vous pouvez l'utiliser pour persuader, pour dire que, pardonnez-moi pour un exemple assez drôle, mais pour informer, oh, nous avons une nouvelle boisson sportive et oh, notre boisson sportive a 90% de sel en moins que toutes les autres boissons sportives. Donc, ça peut être utilisé euh, pour rappeler aux gens également que vous avez un produit qu'ils apprécient. On peut aussi sensibiliser en créant des impressions. Donc, lorsque vous allez vous pouvez, en allant sur Google, savoir si vous voulez des impressions ou des clics parce que c'est quelque chose de vraiment différent. Et on peut stimuler également l'action en faisant la promotion d'un incitatif. Et donc, ça, c'est la publicité. Et ça, c'est votre présentation totale au complet. Donc, au fur et à mesure que vous pensez à comment utiliser les tactiques et toutes ces informations, j'aimerais vous encourager à considérer certaines choses, quatre choses plus particulièrement. La première est, je pense que je saute un peu de haut en bas ici.
c'est où se situe votre audience, qui sont-ils, où est-ce que vous pouvez les trouver. Si vous ne savez pas cela, ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Est-ce qu'ils vont à la librairie, à la bibliothèque? Est-ce qu'ils sont là? Si oui, ben, mettez une table et allez leur parler là-bas. Ça va vraiment permettre de déterminer l'impact que vous allez avoir. Quelle tactique va vous aider à avoir le plus grand impact? De quoi votre audience a besoin par rapport à vous? Est-ce que vous voulez est-ce qu'ils veulent que vous changiez leur façon de penser ou est-ce qu'ils veulent entendre parler est-ce qu'ils veulent entendre quelque chose venant d'un père? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Troisièmement, à quel point votre budget est élevé? Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre? Si vous avez un budget qui peut vous permettre d'avoir une conférence ou sinon plutôt des petites étiquettes. Et ensuite, finalement, combien de temps vous avez pour atteindre votre but? Donc, si vous avez plusieurs semaines, vous voulez vous tourner vers les nombres, vous voulez avoir plus de gens, le plus de gens possible. Si vous avez 2 ans, vous allez vouloir prendre soin les contacts les plus importants que vous pouvez avoir à ce moment-là. Donc, je vais m'arrêter ici et vous allez avoir accès à mes diapositives. Je répète un peu une partie du matériel de la dernière fois. Donc, vous allez voir les choses que vous pouvez avoir dans eLife et ce dont vous allez pouvoir dénicher dans Force 11 en 2018. Donc, finalement, lorsque vous voulez mettre tout ensemble, vous avez non pas seulement votre tactique, mais vous avez aussi un planning pour atteindre tous les événements et également une tactique pour s'assurer que tout va être appliqué et comment est-ce que vous allez mettre en place ces choses-là et l'impact que ça va avoir. Donc, encore une fois, les tactiques ici, les 4 tirets sur la droite, sont seulement 4 éléments de notre programme de sensibilisation complet. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir parler du reste si vous êtes intéressé. Mais une chose que j'espère que vous allez pouvoir retirer de cela et que vous allez pouvoir prendre est dans notre webinaire. Si je peux simplement suggérer quelque chose, s'il y a quelque chose que je peux vous demander de simplement garder à l'esprit, c'est que cibler des audiences spécifiques, se concentrer sur des communautés particulières, c'est vraiment important. Les gens vont écouter un message qui est seulement pour eux, avec une oreille beaucoup plus attentive que si c'est quelque chose de trop général. Et ils vont préférer que vous leur parliez à eux versus un autre scientifique. Apprendre à connaître vos audiences. C'est important de savoir ce qui compte pour eux. Ça n'a pas besoin d'être un trop grand événement, un trop grand investissement de temps et d'énergie, mais c'est important de comprendre s'ils ont des modèles, des patterns aussi. Je vous encourage à apprendre cela. Ensuite, je vous encourage à avoir des termes qui résonnent avec eux. Donc, faites attention à votre langage et essayez de présenter un langage qui représente ce dont ils ont besoin et non pas ce que vous voulez donner. Et ensuite, il y a eu des dizaines d'années qui ont été investies dans des pratiques de marketing, du marketing commercial. Par exemple, pour Starbucks, vous savez, par exemple, ce que je veux dire. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas emprunter des techniques de ces stratégies pour atteindre de nouveaux objectifs positifs sur lesquels on essaie de travailler et que je vous ai présenté aujourd'hui sur cet appel. Donc, avec ça, je vais m'arrêter. Merci encore une fois de m'avoir accueilli. Je m'excuse pour la grande quantité d'informations et je serai heureuse de prendre des questions. Merci. Merci beaucoup, Jennifer. Oui, on va prendre un peu de temps pour les questions. Il y a une dans le Q&A, si tu peux regarder, Jennifer. Et comme Jennifer l'a mentionné, à la fois les diapositives et les enregistrements seront disponibles sur le site de l'événement. Il y a un lien
pour faire le premier webinaire et le second sera également là-bas. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et si on commençait avec cette première question, et si quelqu'un d'autre a des questions, on peut les ajouter dans le Q&A. Est-ce que je dois le lire à haute voix et ensuite répondre? Parfait. Donc, la question, c'est, nous avons beaucoup de comptes institutionnels pour les réseaux sociaux et nous les utilisons souvent pour communiquer des événements et des services, mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de traction. Est-ce qu'il y a des suggestions sur comment augmenter les réseaux sociaux? Donc, bien sûr, nous en avons. Premièrement, il faut prendre en compte tout ce dont on a parlé aujourd'hui et comprendre notre audience et parler dans leur langage. Donc, si vous voulez l'attention d'étudiants, dites-le. Dites étudiants. Voici cette chose que nous voulons que vous remarquiez. Et pensez à ce qui les motive. Donc, si vous voulez des postdoctorants et vous voulez qu'ils qu'ils rejoignent l'événement, pensez à ce qui les motive. La pizza motive les postdoctorants. Donc, proposez-leur de la pizza. Et également, pour augmenter votre traction sur les réseaux sociaux, vous voulez aussi porter attention aux gens qui ont déjà euh, un grand suivi. Donc, si vous voulez, si je veux avoir de l'attention de la communauté du RDA, je vais utiliser leur hashtag et peut-être qu'ils vont le voir ou leur hâte. Et on espère que la RDA va le voir et le reprendre. Donc, d'abord, vous voulez avoir vous voulez rechercher quels sont les leaders de la communauté que vous voulez atteindre et utiliser leurs identifiants pour pouvoir attirer leur attention et eux vont attirer leur audience. Il y a une autre question de Stéphanie. Est-ce que tu as une suggestion pour elle? Donc, aidez-moi à mieux comprendre la situation. Donc, pandémie, les gens n'ont pas été sur le campus. Maintenant, ils reviennent très lentement et ils ne collaborent pas très bien avec les équipes d'induction. Je ne sais pas si Stéphanie est encore là. Mais en fait, Stéphanie, est-ce que je peux te permettre de poser la question? T'enlever sur mute. Bonjour, oui. Donc, nous avions l'habitude d'avoir des stands et des événements où les gens pouvaient participer quand ils venaient d'arriver. Et nous essayons de penser à une façon dont on peut reprendre ces événements. Oui, donc, je ne suis pas très sûre. Je ne sais pas si c'est spécifique au campus, mais est-ce qu'il y a d'autres messages? Quels autres messages arrivent à les atteindre et comment est-ce que ça arrive à les atteindre? Donc, est-ce qu'il y a des équipes de ressources humaines qui sont en contact avec eux? Vous pouvez les mettre en contact avec vous pouvez communiquer avec les équipes de ressources humaines qui peuvent les inviter aux événements. Et vous savez, dans un environnement normal pré-pandémie, je sais que avant, il y avait peut-être un peu plus de recul sur les événements, mais peut-être qu'avec la pandémie, post-pandémie, il pourrait peut-être être plus intéressé. Donc, merci, Jennifer. Nous avons malheureusement plus de temps. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat maintenant avant que je ne vous dise au revoir. Je vais partager mon écran et vous donner les dernières remarques avant de terminer. Parfait. Donc, je voulais vous donner un peu plus d'informations sur la planification de la prochaine plénière de la RDA. Elle se tiendra pendant la Semaine internationale des données du 20 au 23 juin 2022 à Séoul, en Corée. Donc, elle est actuellement programmée comme une réunion hybride. Les informations d'inscription
sont disponibles sur le site web de la RDA. Il y a un nombre limité de sièges disponibles pour une participation en personne. Nous avons... Est-ce que vous voyez mon écran? Il y a quelqu'un qui dit oui. Est-ce que vous... On va parler des prochains webinaires de cette série. Est-ce que vous voyez mon écran? Like your screen sharing. On voit ta vidéo, mais on ne voit pas encore ton partage d'écran. Did you on-screen share? Est-ce que tu veux partager l'écran? I did, yeah. Oui, c'est bon. Je suis désolée, j'ai quelques difficultés techniques. Donc, je vais devoir simplement vous le dire. Donc, nos prochains webinaires de cette série, il y en a un en mai, en juin, en juillet, chaque mois pour les groupes différents. L'identification persistante des instruments, la professionnalisation de la gestion des données, exposer les plans de gestion des données, les groupes de travail sur les schémas de métadonnées de recherche, les groupes de travail. Et je suis très heureuse d'annoncer que nous avons récemment lancé la série de podcasts RDA, Data Streams. Et si vous allez sur le site de la RDA/podcast, vous allez voir une collection de conversations entre les membres de la communauté de la RDA sur les défis auxquels ils sont confrontés en tant que chercheurs et experts. Les prochains épisodes vont être téléchargés ils vont être téléchargés sur la plateforme Podbean et ils vont être également disponibles sur le site web de la RDA, ainsi que sur la chaîne YouTube, Apple Podcasts et Google Podcasts. Merci Jennifer, j'aimerais te remercier. Merci Rebecca pour son aide dans les coulisses. Merci Lina et pour avoir organisé le service de traduction en français. Merci à notre interprète Yanita Cornano et au public pour ses questions et ses contributions. Merci. J'ai une diapositive. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, mais merci beaucoup et passez une bonne journée. Thanks, Jennifer. We're still recording because I wanted to. Merci, Jennifer. Nous